Bonjour François Langlais, Bonjour. merci de nous accueillir ici à France Télévisions. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Eh bien, je suis donc un journaliste économique et je travaille pour France 2, où je suis éditorialiste en matière économique et où j'interviewe en ce moment tout spécialement les candidats à la présidentielle. Mais j'ai à côté de ça deux autres vies. Je suis journaliste aussi à RTL, où je fais une chronique tous les matins, et puis à l'écrit, des articles occasionnels dans Le Point et des livres aussi de temps en temps. Alors tout d'abord, ma question c'était, vous étiez tout d'abord passionné par le journalisme ou par l'économie? Je pense que c'est le journalisme qui m'a mené à l'économie, parce que j'ai vécu il y a une trentaine d'années en Chine, justement, pour enseigner la littérature française d'abord. Et j'ai commencé à faire des articles pour raconter ce pays qui à l'époque était très fermé. Hein. C'était un pays dans lequel on allait pas facilement, pas du tout comme aujourd'hui. Et donc je suis venu au journalisme par la Chine et puis à l'économie par le journalisme parce que quand je suis rentré en France, 2 ans plus tard, j'étais embauché par un journal économique pour faire de l'étranger, mais c'était un journal économique. Et l'économie m'a passionné, j'ai appris, je dirais, sur le tard et sur le tas, en lisant, avec mes maîtres aussi. J'ai eu de très bons maîtres, à la fois à Sciences et Vie Économie, à l'Expansion, des gens qui étaient, eux, très bien formés en économie, et qui ont aiguisé mon appétit pour cette matière, qui m'ont fait découvrir que c'est un très bon fil pour comprendre l'évolution d'une société. Actualité oblige, on va évoquer la présidentielle Oui. 2017. Vous y êtes au cœur en ce moment avec l'émission politique sur France 2. Déjà, votre regard sur cette campagne? C'est une campagne dure, parce qu'elle est d'un certain côté désinhibée. Hein. On voit que tous les protagonistes font usage de violence, ou subissent de la violence, ou disent subir de la violence. C'est la campagne d'une société où le vieux monde s'est effondré. Et au plan politique, on a vu que justement les candidats qui étaient les plus vraisemblables il y a 6 mois ont tous disparu en quelques semaines, et où pour autant le monde neuf n'est pas encore né. Et souvent, vous savez, c'est propre des périodes de crise. On dit toujours, je crois que c'est justement le sens du mot crise, c'est un économiste italien qui dit ça, la crise c'est ce qui sépare le vieux du neuf. On est dans cette crise-là, on voit bien ce qu'est le vieux, il est en train de disparaître sous nos yeux, pour autant on ne voit pas encore ce qu'est le neuf, et le monde neuf s'exprime toujours quand il arrive sous des contours grimaçants, hein, avant d'être justement compris et d'être accepté, et d'être justement ordonné. Eh bien c'est plutôt... les troubles, ce sont plutôt les troubles qui se manifestent, à la fois au plan national, au plan international aussi. Hein. Le monde ancien est en train de disparaître, c'est-à-dire tout l'ordre qui était hérité de la guerre froide, avec l'irruption de personnages comme Donald Trump et bien d'autres. Pensez-vous que cette élection-là va être inédite dans son procédé, dans le sens où les deux grands partis historiques, le PS et les Républicains, sont en difficulté? Oui, attendons de voir ce que ça va donner, hein, parce que je pense que l'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est véritablement imprévisible. On voit que il y a toujours une part de volatilité dans le choix des électeurs, mais elle est, semble-t-il, beaucoup plus importante aujourd'hui, parce que justement, les gens n'ont plus de convictions fermes, ils s'attachent à des caractéristiques individuelles qui se révèlent au travers d'une émission, d'une réplique. Donc, il est probable que, comme vous le dites, les deux partis traditionnels soient en difficulté. J'observe que ce sont d'ailleurs les deux candidats issus des primaires hein, qui sont en difficulté. Et justement parce que les primaires ont été utilisées par les électeurs pour détruire le monde d'avant, c'est-à-dire pour sortir ceux dont ils ne voulaient plus. Et donc ils ont élu, peut-être pas par défaut, mais en tout cas avec d'autres considérations, deux personnages qui ont des difficultés chacun à leur manière. Hein. Et cela dit, je pense que ce que je redoute, peut-être l'avenir me démentira-t-il, mais c'est que justement, à cause de ce caractère de volatilité et puis de la configuration un peu exceptionnelle des 4 grands candidats, l'élection n'est pas un caractère résolutoire. Et normalement, une élection, c'est un peu une catharsis. Ça libère les passions, elles s'expriment, les gens se combattent, s'affrontent, puis il y a un gagnant et tout le monde s'incline. C'est la démocratie. Et c'est pas évident que ça se passe comme ça cette fois-ci, pour une double raison. D'abord, les 4, au moins pour 3 d'entre eux, sont relativement proches,
dans les sondages. Et deuxièmement, on peut penser que la phase d'après, c'est-à-dire l'élection législative, n'amènera pas forcément de résultats très francs, qui donnera une majorité très nette aux gouvernants. Donc il est possible qu'elle débouche sur une période, là aussi, d'instabilité, et que la fameuse crise que nous traversons ne soit pas liquidée par cette élection. On va revenir donc à votre rôle dans l'émission politique. Vous êtes analyste économique. Pouvez-vous nous expliquer rapidement en quoi consiste votre rôle dans ce programme-là? C'est très simple, il s'agit de passer au crible les programmes économiques des candidats. Donc ça se décompose en deux temps. La présentation des programmes, en termes très synthétiques, c'est une petite présentation qui doit faire une minute et demie au maximum, et puis après, le questionnement du candidat. Et dans le questionnement, l'objectif c'est d'identifier les zones de fragilité intellectuelle du programme, ou bien les contradictions, et de mettre le candidat face à ses fragilités ou à ses contradictions. Justement, il vous arrive parfois de vous écharper, entre guillemets, Oui. avec certains candidats. Le dernier en date, c'était Emmanuel Macron. Quels sont vos rapports avec ces politiques-là, globalement? En dehors de l'émission, vous voulez dire? Écoutez, je les vois très peu. Je les vois quand ils sont à RTL, le matin, quand ils viennent au journal de France 2. Je n'ai aucune relation personnelle avec aucun d'entre eux. Alors, ça ne m'empêche pas de bien m'entendre avec eux, enfin dans des relations qui sont cordiales, mais nous n'avons pas de relation en dehors d'un cadre professionnel. Il n'y a pas un politique qui vous a déjà sollicité pour vous demander quelques conseils en termes d'économie? Ça n'est jamais arrivé sous cette forme-là. Dans les échanges qu'on peut avoir, ils me posent des questions aussi, mais je dirais c'est pas sous la forme de conseils, c'est plutôt pour l'échange intellectuel, hein, avec les uns ou avec les autres. Désormais, parlons de votre bibliographie. Vous êtes l'auteur de 5 ouvrages, dont le dernier s'intitule Tant pis, nos enfants en paieront, prix du livre économique en 2016. D'ailleurs, ce livre-là, il y a un lien avec la présidentielle, parce que vous dites clairement que cette présidentielle peut être un tournant au niveau économique. Vous pensez vraiment que le prochain candidat élu aura un rôle important, notamment au marché de l'emploi? Écoutez, j'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à avoir un chômage élevé. Après, évidemment, on ne peut pas avoir tout en même temps. Vous savez, en économie, il n'y a pas de solution bonne, disons bonne sur tous les plans. Vous avez des choix à faire qui avantagent plus ou moins telle ou telle catégorie sociale, telle ou telle génération. Et il n'y a pas de choix parfait, ça n'existe pas. Ça, pour le coup, les candidats veulent nous faire croire ça, ça n'est pas vrai. Donc les politiques que vous choisissez, elles sont d'abord destinées à un groupe social, qui est celui que vous visez et dont vous pensez qu'il peut voter pour vous. Et je constate, alors pour le coup c'est plus mon rôle d'analyste ou d'observateur, que jusqu'ici, en France, les politiques qui ont été faites depuis en gros une trentaine d'années, elles avantagent plutôt ceux qui sont déjà dans l'emploi, plutôt ceux qui sont déjà seniors, les plus de 50 ans, plutôt ceux qui détiennent déjà de l'argent et du capital. Donc j'espère que cette élection sera l'occasion d'inverser un peu les choses, j'en suis pas sûr, parce que ce sont des processus assez longs. Je suis persuadé que ça va finir par venir. C'est-à-dire que la génération qui est au pouvoir, globalement c'est la mienne. Hein. J'ai 55 ans, vous voyez, c'est les gens de plus de 50 ans. En France, on a le pouvoir assez tard. On l'a entre 50 et 70 ans, pouvoir économique, pouvoir politique. Ça n'a pas toujours été comme ça. En 81, par exemple, il y a une centaine de députés de moins de 40 ans qui ont été élus. Là, j'observe qu'il va y avoir un renouvellement important quand même à l'Assemblée nationale. Donc, on est probablement au début d'une transformation qui va s'étager sur une génération, au terme de laquelle la génération en place va lâcher le pied, parce qu'elle sera vieille, et au terme de laquelle la génération montante va s'affirmer et conquérir peu à peu les leviers de l'économie, de la politique, du pouvoir. Votre titre est plutôt alarmiste, en tout cas moi il m'a un petit peu interpellé, Nos enfants paieront. Et justement, quel est votre rapport par rapport à la jeunesse? Écoutez, justement, j'étais assez soucieux dans ce livre de montrer que les choix politiques collectifs faits par le pays, par exemple la réforme des retraites, étaient des choix qui, de façon silencieuse mais extrêmement nette, pénalisaient la jeunesse. Et que, globalement, il y a une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire moins les jeunes votent, plus les vieux, en proportion, comptent. Les vieux, je m'entends, c'est pas péjoratif, je me mets dedans, hein.
Et du coup, bah, plus les choix collectifs sont dominés par les préoccupations des seniors. C'est-à-dire, bah, on met beaucoup d'argent sur la santé, c'est très bien, hein, je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Et puis, voilà, j'en aurais besoin un jour. Et on met beaucoup d'argent collectif sur la retraite, quitte à faire travailler les jeunes de plus en plus longtemps. Il y a des pays où ça se passe pas comme ça, et où chaque fois qu'il y a un problème de rapport entre les cotisants et les retraités, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez d'argent et qu'il y a une menace de déficit, on se met autour d'une table, les jeunes, les vieux, puis on dit alors comment on fait? Bah, les vieux prennent un peu sur eux, c'est-à-dire on augmente un peu moins les pensions, et puis les jeunes prennent un peu sur eux, on augmente un peu la durée de cotisation. Ça me paraît une bonne façon de gérer justement les affaires intergénérationnelles. Et en France, jusqu'ici, on n'a pas fait ces choix-là. Donc c'était le sens de ce livre, hein, d'alerter avant la présidentielle sur les biais et les conséquences silencieuses mais extrêmement puissantes des choix que nous avons faits. Et justement, il y a beaucoup de jeunes qui ne comptent pas voter. Quel message avez-vous à leur donner? Alors écoutez, honnêtement, je pense qu'il vaut mieux voter que ne pas voter. Et que, évidemment, on n'a jamais le candidat de ses rêves. Il faut procéder par élimination et puis prendre celui qui est le moins loin de ce à quoi on aspire. Que nos aînés se sont suffisamment battus pour conquérir ce droit de vote que c'est dommage de le laisser en déshérence. Mais je reconnais que le spectacle de la politique est un spectacle qui est peu engageant. Et que je pense que autant ça me paraît souhaitable de voter, autant il y a aussi d'autres modes d'investissement personnel dans le collectif. Les associations, tout le travail, même dans l'entreprise aussi. Donc ce sont des leviers importants que la jeunesse, semble-t-il, privilégie par rapport à ma génération. Donc quand on avait 18 ans, on était très politisé. On était à gauche à fond ou à droite à fond, et on croyait, on voulait se battre, etc. Mais c'était une époque où la sphère politique était... on avait, j'allais dire, des illusions. C'est pas forcément le mot, mais on croyait beaucoup en l'aventure collective politique. Ça s'est un peu effiloché, c'est probablement en grande partie de notre responsabilité, cette génération-là, donc on ne va pas en vouloir aux jeunes d'en subir les conséquences. Je ne pense pas que ça va durer. Je crois que l'action politique reste quand même un levier central et que tout ça va se reconstruire à la faveur de la grande transformation qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut toujours garder présent à l'esprit, si vous voulez, que dans ces fameuses crises où se superposent à la fois la dimension financière, la dimension économique, la dimension sociétale, la dimension politique, la dimension technologique, tout ça est en train de bouger en même temps. L'unité de temps, c'est la génération. C'est-à-dire, on a déjà connu ça. Enfin, je veux dire, pas moi, personnellement, parce que c'était plutôt les années 30, ou c'était les années 1870, ou c'était le milieu plutôt la première moitié du 19e siècle. Mais l'unité de temps, c'est la génération. Il faut 20 ans pour justement qu'une génération s'en aille et que celle d'après prenne le manche et qu'on trouve des éléments de solution aux difficultés qui nous paraissaient insolubles auparavant. Pour terminer cet entretien avec vous, François Langlin, on va rapidement évoquer votre émission, L'Angle Écho, qui est diffusée depuis le 27 octobre 2014. Oui. Vous avez déjà fait 12 éditions. Ah oui, dis donc, je pensais pas, j'aurais pas dit autant. Bon. Ça avance, ça avance. Le dernier thème que vous avez traité, c'est les frontières liées à l'emploi. Comment s'est construit ce programme, L'Angle Écho, déjà? Vous voulez dire l'idée? Comment l'idée, ouais. Oh ben là, pour le coup, cette idée-là venait plutôt de moi. C'est un sujet que je suis depuis longtemps. J'avais écrit un livre il y a 3 ans ou 4 ans qui s'appelait La fin de la mondialisation. Donc, où on voyait bien que s'exprimaient justement des forces assez puissantes pour rétablir les frontières et pour faire réémerger le national au détriment de l'international. Donc, pour moi, c'est une clé de lecture centrale de la présidentielle aujourd'hui, comme ça l'a été bien sûr pour l'élection de Trump ou pour la consultation électorale du Brexit. Il y a les partisans de l'ouverture, les partisans de la fermeture.
Donc ça nous avait intéressé d'aller voir ça au plan économique et d'essayer de montrer concrètement ce qui était possible, quelles étaient les conséquences de l'ouverture, positives et négatives. Parce que, vous savez, en économie, c'est comme dans tout, quand on s'approche, Proust dit toujours, je vous cite de mémoire, mais quand on s'approche des choses, elles sont trop grandes pour rentrer dans les tiroirs. Et c'est assez vrai. C'est-à-dire que quand vous examinez un problème ou une question économique, souvent vous perdez vos idées reçues, vos a priori, vous vous rendez compte que c'est pas si simple en fait. Hein. D'ailleurs, l'Angléco, le sous-titre, ça pourrait s'appeler C'est pas si simple. Non pas que ça doit être compliqué, notre ambition c'est justement de rendre les choses simples et intelligibles, mais pour autant, dans les préconisations qu'on peut en tirer en termes de politique économique, il ne faut pas oublier que vous avez toujours ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, et qu'un bon responsable politique doit intégrer les deux données. Donc voilà, le thème est venu plutôt de ma lecture de l'économie et de la situation politique. La fois dernière, c'était sur la fin du travail, c'était né de mes deux rédacteurs en chef, Gilles Delbos et Sébastien Vibert. Et dans tous les cas, Vincent Magnier, qui est le réalisateur, a un apport essentiel, à la fois dans la construction, dans la mise en image. Donc c'est vraiment une émission qui se fait à quatre. Et même au-delà, parce qu'après, on a toute une équipe ponctuelle qui nous rejoint pour les tournages, avec des gens de grande qualité. Et on attache beaucoup d'importance, justement, à la mise en image et à l'histoire. Alors, le thème de l'emploi est énormément évoqué dans votre émission. Est-ce que vous pensez concrètement que le marché de l'emploi en banlieue, est-ce que ça a un avenir ou vous pensez que c'est un milieu, en tout cas un secteur assez compliqué? Non, c'est sûrement difficile, mais bien sûr que c'est un avenir. Le problème, c'est, encore une fois, les outils de politique économique qu'on a mis en place, ils ont fonctionné à un certain moment. Hein. Les zones franches, il y a eu des bons succès, mais on est un peu à la limite de tout ça. Si vous voulez, tout l'appareil d'incitation pour les entreprises comme pour les individus est en bout de course. Quoi. Il faut réinventer des nouveaux outils. Ça commence à apparaître un petit peu dans la campagne, mais on est encore là aussi tout au début de cette... Il faut refaire la boîte à outils, quoi. On s'est rendu compte que justement l'arrosage un peu indistinct avec le CICE, il avait quand même produit des effets, mais que pour autant, il ne va pas forcément aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc cette réflexion-là va nous occuper, je crois, dans les années qui viennent. Gouvernants et observateurs, c'est comment trouver les bons outils pour atteindre celui ou celle qui en a vraiment besoin. Pour terminer, j'ai constaté qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à l'économie. Ça devient un sujet qui passionne les Français. Vous pensez que c'est dû à la situation actuelle? Je pense, oui. Je pense qu'il y a une vraie différence entre avant la crise et après la crise. Et que cette crise est arrivée un peu comme un météore tombé dans le jardin, quoi. Puis on se dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une crise comme ça, comme les années 30? En réalité, on pouvait la voir venir, hein, on la sentait. Moi, j'avais écrit un bouquin au début 2007 qui s'appelait La crise des années 30 est devant nous. On voyait bien que, justement, les premiers craquements étaient imminents au plan financier, puis aussi au plan politique. Mais pour beaucoup de gens, ça a été une surprise qui a impacté d'assez près leur vie, hein, le cas échéant avec leur travail, certains ont perdu leur travail, mais qui a bouleversé complètement leur façon de comprendre le monde. Et du coup, il y a une demande à la fois de compréhension, de débat, il y a une remise en cause de toutes les politiques qui ont été mises en œuvre, c'est très simple. Et je crois que ça explique en large partie l'intérêt renouvelé pour l'économie. François Langlais, quels sont vos projets à l'avenir? Eh bien, de continuer l'Angléco, justement d'essayer de trouver toujours des thèmes un peu transversaux qui donnent des clés de lecture de l'actualité. Et vous savez, notre critère de choix pour les émissions, c'est ce qui provoque des disputes dans les repas de famille. C'est-à-dire ce sur quoi on s'empaille, ce sur quoi on peut avoir des opinions très divergentes. Et là, on se dit, bon, il faut qu'on apporte les pièces du dossier, justement pour la famille ou pour les copains. La famille, évidemment, c'est une expression, en apportant le pour le contre pour que les gens puissent justement alimenter leur débat, se faire une opinion plus précise. Donc, des sujets comme ça, il y en a des wagons. Et puis, c'est le miracle de ce métier, c'est que l'actualité, elle est par nature imprévisible, surprenante, même si ça n'est pas toujours le cas, mais que vous êtes toujours
aiguillonnés par l'incroyable imagination de l'actualité qui dépasse infiniment la vôtre. Hein. Donc c'est vraiment le grand avantage de ce métier, c'est que vous êtes en interaction avec la réalité, vous essayez de la précéder, bien souvent vous la suivez, la décrypter, la comprendre. Dans toute situation présente, où que ce soit, vous avez toujours des petits morceaux d'avenir qui sont logés. Les gens ne font pas attention à ça, parce que on n'a pas le temps, on court, on prend le métro, machin, on travaille. Bon, c'est normal. Mais nous, on est payés, justement, pour essayer d'identifier ces petits morceaux d'avenir. Les analyser, les sous-peser, dire qu'est-ce qui vaut celui-là, est-ce qu'il peut grandir ou pas, hiérarchiser, et puis justement essayer de construire, pas des scénarios, mais des analyses qui permettent d'anticiper. Et donc, voilà, mon projet pour l'avenir, c'est d'essayer d'identifier les petits morceaux d'avenir, si je puis dire, hein, à la fois à France 2, à RTL, et puis dans ma vie d'auteur. Comment fait-on pour vous suivre, notamment sur les réseaux sociaux? On peut pas, parce que je suis pas actif du tout sur les réseaux sociaux. Alors, j'avoue que c'est une faiblesse. Je vais vous dire, en réalité, Twitter me fait assez peur, pour moi. Pour une raison simple, et je vais citer un auteur éminent qui s'appelle Pierre Dac, que vous ne connaissez sans doute pas, mais qui est un humoriste du temps où j'étais petit, donc c'est dire que ça date pas d'hier, et qui disait « Ceux qui l'ouvrent avant de la fermer, fera mieux de la fermer avant de l'ouvrir ». Et honnêtement, je pense que ça s'appliquerait très bien à moi, c'est-à-dire que je n'ai pas un avis sur tout, et pour avoir un avis, j'ai besoin de réfléchir. Et même quand je réfléchis, il m'arrive de me dire « Merde, t'aurais peut-être dû être plus malin, penser à ci, penser à ça ». Et l'instantanéité des réseaux sociaux, du coup, me fait assez peur, parce que en réalité, ça arrive, voilà, on est dans la vie courante, il se passe telle chose, on pense ça tout de suite, puis on réfléchit un peu, on pense plus du tout la même chose. Enfin, moi, je suis comme ça. Je suis un lent, j'ai besoin de temps. Et Twitter, vous l'avez pensé, il est trop tard, hein, parce que vous l'avez écrit. Et ça a la force de l'écrit avec la facilité de l'oral, quoi. Donc j'admire beaucoup les gens qui arrivent à gérer ça de façon intelligente, et il y a beaucoup de sources qui s'expriment comme ça, mais je ne me sens pas le caractère et l'esprit propre à ça. Alors, bon, j'ai évidemment des contacts quand même avec Twitter en surveillant un petit peu ce qui se passe, parce qu'il y a des études intéressantes qui paraissent comme ça. Il y a des comptes Facebook à mon nom qui apparaissent de temps en temps, alors quelquefois des comptes pirates, ça c'est un peu compliqué, ou bien des comptes plutôt sympathiques de gens qui m'aiment bien, et qui, voilà. Mais c'est une relation assez distante que j'ai, effectivement. Assez, vous allez dire old fashion, hein, un peu à l'ancienne, mais faute d'avoir trouvé un bon moyen d'utiliser cela, je revendique cette distance par rapport à l'instantanéité. On est déjà... Moi, je viens de l'écrit. Hein. Jusqu'à il y a 5 ans, j'étais un journaliste écrit. Et j'ai dirigé pendant longtemps un mensuel. Un mensuel, on est le 15 avril, vous pensez à votre couverture de septembre. Donc, et vous avez toujours 3 numéros en parallèle. Et puis je suis arrivé à la télévision un peu par hasard, en fait, hein, et à la radio, où là on est déjà dans une forme d'instantanéité toute relative, parce que une chronique à la radio, vous la faites, moi je la fais à 7h39 tous les matins, on choisit le sujet la veille, généralement, sauf s'il se passe un truc dans la nuit. Donc on a quand même une douzaine d'heures pour travailler, réfléchir, dormir dessus, et je tiens quand même à cette distance. Je pense que c'est pas une protection absolue contre les bêtises, mais ça aide quand même. Pour vous remercier de nous avoir invités ici à France Télévisions, l'ensemble de l'équipe d'Urban Street Reporter tenait à vous offrir un petit cadeau. C'est l'enveloppe qui se situe juste derrière. Contenant une carte postale. Je l'ouvre ? Allez-y. Il y en a 2. Reflet d'une pensée. C'est triste. Je sais pas, j'y vois de l'inquiétude. Il y a une pointe d'étonnement, mais avec un arrière-plan triste, me semble-t-il, chez ce petit jeune. Je vois qu'il a un blouson Qatar Airways. Mais j'y vois quand même une forme d'inquiétude.
Alors on a choisi cette carte reflet d'une pensée par rapport à toutes les réflexions que vous menez au Oui. niveau économique. On peut le voir dans vos émissions ou même à la radio. J'aime bien le côté questionnant de son regard, parce que finalement, d'abord, ça croise exactement mon travail. Hein. Il faudrait que j'ai un regard un peu comme ça. J'espère, je l'ai. Au moins là, quoi. Mais pour autant, j'y vois aussi une forme d'inquiétude. Peut-être c'est ma lecture de la chose. Mais on va retenir la chose positive, c'est-à-dire l'attente vis-à-vis du monde, hein, et la question vis-à-vis du monde, qui est ce que nous devons tous, me semble-t-il, préserver en nous-mêmes. Merci à vous en tout cas, ça me fait plaisir. Merci à vous. Et pour terminer, on est un jeune webzine. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner et à donner à tous ceux qui sont passionnés par le monde du journalisme? Ah, écoutez, le meilleur conseil qu'on puisse donner, je pense, de... C'est très difficile, mais la clé, c'est sortir du mainstream, quoi. On est tous, et honnêtement, je dis ça, je suis loin de penser que j'y parviens tous les jours, hein, mais on est emporté par un... C'est très curieux, parce que finalement, par rapport à... Quand j'avais votre âge, les émetteurs étaient très peu nombreux. Vous aviez les grands journaux, Le Monde, Libération, la télévision, bon, voilà, on les comptait sur les doigts des deux mains, peut-être avec les pieds, quoi, mais pas plus. Et, et puis Internet est arrivé il y a 20 ans, ça a démultiplié complètement le nombre d'émetteurs. Hein. Et d'un certain côté, on voit d'ailleurs dans l'actualité que tel ou tel émetteur sur un réseau social est aussi puissant par moment que la chaîne de télévision la plus puissante du monde. C'est bien, ça fait la concurrence. Les médias ont perdu leur monopole. Mais là où je voulais en venir, c'est que moi, j'ai pensé il y a 20 ans, quand tout ça est arrivé, que ça allait être un facteur d'extraordinaire diversification des pensées. Pas du tout. Au contraire, plus il y a d'émetteurs, plus tout le monde dit la même chose. Et du coup, le mainstream est encore plus puissant aujourd'hui qu'il ne l'était quand j'avais votre âge. Ce qui veut dire qu'il faut faire encore plus d'efforts pour s'en démarquer, mais c'est, je crois, la condition clé pour réussir, pour trouver son public, pour le toucher, pour l'intéresser. Donc je vous souhaite ça, mais je suis sûr que vous y parviendrez. Merci beaucoup, François Langlais. Merci à vous.